Après la tournée du directeur général de la SAED, les leaders des organisations paysannes de Matam semblent aujourd'hui plus que jamais rassurés par le projet de relance de la culture irriguée. Réunis à Kobilo dans le département de Matam pour tirer le bilan de ce long périple, le président de la Fédération des riziculteurs de Matam appelle les autorités gouvernementales à accélérer la cadence pour la levée de toutes les contraintes. Mamoudou Kane. C'est le directeur général de la SAED dans la région de Matam, 3 jours durant. C'est la première fois. Et nous avons évoqué tous les problèmes de la région de Matam, du matériel agricole, des motopompes surtout. Le DG a pris un engagement. Nous avons plein d'espoir. Nous souhaitons que l'État aussi alors s'y met parce que c'est un problème majeur pour la région de Matam. Parce que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut avoir toutes les conditions nécessaires afin qu'on puisse atteindre l'objectif. La tournée a été positive parce que comme disent les Wolofs, il a fait le tour de tous les périmètres. Donc nous avons l'espoir, déjà comme qu'il a déjà vu et entendu les problèmes des producteurs de la région de Matam. On a l'espoir que les autorités vont appuyer. Seulement, les acteurs de la filière riz qui avaient profité du séjour du patron de la SAED pour poser sur la table l'épineuse question des équipements de pompage se disent désormais prêts à œuvrer pour l'intensification des productions agricoles. Matam, Ali Bandelnia, RFM. Ali Bandelnia, retour à Dakar pour parler de cette pirogue qui avait quitté Mbour le 13 août dernier avec à son bord plus de 100 migrants irréguliers. Elle était ensuite portée disparue pendant plus de 2 mois. C'est finalement hier que l'embarcation a été retrouvée avec une dizaine de corps à son bord. C'est une pirogue de pêcheurs partie de Yoff qui est tombée sur la scène d'horreur. Son propriétaire raconte tout cela à Koumba Sandiane Faye. Lui, c'est Cheikh Tidiane Nying, habitant de Yoff, président des pêcheurs en activité de Yoff. C'est sa pirogue qui a retrouvé quelque part en pleine mer à 48 km de Yoff, zone appelée Ayobe, la pirogue du 13 août qui avait quitté Mbour. Ce sont les jeunes pêcheurs affiliés à sa pirogue qui sont tombés sur cette pirogue en détresse. Effrayés, ces jeunes sont repartis vite pour alerter. Une dizaine de cadavres à bord. Il n'y avait presque plus de matériel. L'état de cette fameuse pirogue laisse croire que ces émigrés étaient tombés en panne, une panne qui a duré en haute mer peut-être plusieurs mois, ce qui donne ces résultats seulement une dizaine, très loin du nombre de plus de 150 qu'ils étaient au départ. Une fois informé, Cheikh Nying, propriétaire de la pirogue de Yoff, a vite alerté Pierre Mboup, président des quais de pêche du Sénégal, qui a fait le nécessaire. La pirogue est au port sous contrôle de la Marine nationale. Ses responsables attendent la version de la Marine pour la suite. Koumba Sandiane Faye, il est 12h passé de 9 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Les étudiants ressortissants de Keur Massar Sud ont des problèmes de logement dans les différentes universités du pays. Leur coordination dit qu'elle n'a pas reçu depuis 2 ans l'accompagnement de la mairie qui, selon eux, donc, a voté un budget de 7 millions de francs CFA, budget destiné à l'éducation. Aminata Ba. La coordination des élèves et étudiants de Keur Massar Sud dit n'avoir pas bénéficié de subventions depuis 2 ans venant de la municipalité. Alsan Badji déplore cette situation. Il est le président sortant de la coordination. Aujourd'hui, c'est un cri du cœur que nous lançons pour dire à la municipalité qu'il est temps de réparer toutes les erreurs qu'il avait fait l'année passée. À vrai dire, l'année passée, en tant que président, je peux en témoigner beaucoup. Ils avaient voté le budget, mais les étudiants n'ont pas reçu ça. Vous pouvez passer le budget qu'ils avaient voté. Le budget qu'ils avaient voté, il s'élevait à 7 millions. Il l'avait mis sur les rubriques de l'éducation. Conséquence, la coordination de Keur Massar Sud n'a pas pu trouver de logement pour ses étudiants dans les villes universitaires, regrette le président Babacar Sall. Nous avons prévu par exemple d'organiser des séances de télévision, mais aussi un concours général pour les élèves. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu les moyens. Même les étudiants qui sont dans les autres régions, ils ont des problèmes de logement, ainsi que aussi ceux qui sont à Dakar. Le taux de réussite des élèves au baccalauréat et les mentions ont également connu une baisse. 47 élèves seulement ont été récompensés par le mouvement Massaroua cette année. Nasser Meng est le coordonnateur. Comme l'année dernière, on a primé les nouveaux bacheliers qui ont eu la mention bien, très bien et assez bien. Et bien sûr, on note cette année une baisse considérable par rapport aux différents résultats. À savoir, l'année dernière, on avait primé 94 nouveaux bacheliers et cette année, on est revenu à 45 nouveaux bacheliers. Mais la cause, elle est simple. Il s'attarde sur beaucoup plus de futilité que sur la réalité. À monsieur le maire, je ne vais pas dire qu'il ne connaît pas l'éducation, qu'il n'a pas fait les bancs, mais il piétine sur l'éducation. Le mouvement Massaroua et la coordination
coordination des élèves et étudiants de la commune de Keur Massar Sud invite le maire Mohamed Bilal Diatta à inclure l'éducation dans ses priorités. Aminata Bakar Massar, Radio Média. Le maire de Rufisque Nord, lui, déplore les faibles résultats obtenus dans le domaine de l'éducation. Selon Hassan Kassé, la mairie a consenti des efforts malgré donc les faibles ressources. Il invite par ailleurs les mouvements associatifs à participer à la formation des enfants. Abdou Diouf Diagne. Rufisque Nord, le niveau très faible des élèves préoccupe le maire. Malgré les efforts de la municipalité en termes d'accompagnement, les résultats ne suivent pas. On a constaté que dans certaines écoles, les enfants vont à l'école sans manger. Les enfants vont à l'école dans des conditions très difficiles. Nous, comme de Rufisque Nord, on s'est engagé à accompagner les parents d'élèves pour que les élèves puissent travailler dans de très bonnes conditions dans les écoles. Aux responsables des 6 postes de santé de la commune qui ont reçu leur dotation en médicaments et carburant, Hassan Kassé les invite à être plus proches des couches vulnérables. On a insisté sur la nécessité pour que le carburant puisse servir à l'évacuation des malades qui sont dans le besoin en urgence. On a également insisté sur la nécessité pour les médicaments d'assister les populations qui en ont besoin, mais également on a insisté à ce que les postes soient nettoyés. Le maire de la commune de Rufisque Nord sensibilise les jeunes sur les risques liés à l'immigration irrégulière. C'est possible ici, on peut rester dans son pays, travailler dans son pays et réussir dans son pays. On a insisté sur ce message, on a demandé aux jeunes de ne pas prendre des embarcations de fortune pour aller en Europe, pour chercher un Eldorado qui n'existe pas, pour chercher un mirage qui n'existe pas. On a insisté sur ce message. La commune de Rufisque Nord a mobilisé une enveloppe de plus de 30 millions de francs CFA pour appuyer les postes de santé et les structures scolaires et les associations sportives et culturelles. 200 millions de francs CFA pour venir en aide à l'hôpital régional de Louga qui souffre de manque notoire d'équipements sanitaires depuis longtemps. Il s'agit donc d'une entente entre l'institution départementale de Louga et des partenaires américains. Des lits d'hospitalisation, des déambulateurs, entre autres matériels, ont été remis au centre hospitalier. Le directeur de la structure donc rassure quant au bon usage donc de ce matériel. Nafissatou Ndiaye. La population de la région de Louga s'accroît de plus en plus, raison pour laquelle le personnel de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye a besoin de beaucoup de matériel, selon le chef de service de psychiatrie, Dr Souleymane Loukar. La population de Louga est aujourd'hui estimée à plus d'1 million. Donc, force est de savoir que nous recevons beaucoup de malades. Il y a beaucoup de manquements ici dans ce centre hospitalier. S'agissant des chantiers du bâtiment pour le mère enfant, nous allons bientôt les livrer. Pour atténuer ces manquements, le président du conseil départemental de Louga a apporté un coup de main demandé par le personnel. Un lot de matériel médicaux d'une valeur de 200 millions de francs CFA leur est offert. Amadou Mérissila. Un don composé de lits d'hôpital avec matelas, des équipements médicaux et autres instruments et appareils médicaux va intéresser l'ensemble des services de l'hôpital et va contribuer sans aucun doute au renforcement du plateau technique de l'hôpital et à l'amélioration des conditions de travail du personnel, l'accueil des patients et la qualité des soins. Le directeur de l'hôpital régional de Louga se réjouit de cette offre et invite les partenaires et les bonnes volontés à accompagner l'hôpital dans ses efforts d'améliorer la qualité des soins. Mohamed Abdallah Gueye. Soyez rassurés du bon usage de ces équipements et produits pharmaceutiques par le personnel du établissement. Nous profitons aussi de l'occasion qui nous est offerte pour faire un appel à tous les partenaires soucieux de la bonne marche de l'hôpital. Les ressources humaines, les ressources financières de l'hôpital, la subvention de l'État ne suffisent pas pour développer cet hôpital. Les populations de la région de Louga peuvent d'ici là pousser un ouf de soulagement en attendant l'utilisation de ces matériels, selon nos interlocuteurs. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. Xibaru politique ci RFM. Les partis non alignés qui dénoncent la démarche unilatérale du pouvoir concernant le processus électoral. Ils fustigent donc les prises de position jugées partisanes du ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine. Ces partis qui appellent les citoyens à la mobilisation pour faire face. Écoutons Déthié Faye, coordinateur du pôle des non-alignés. Il est interrogé par El Hadji Diogo Diène. C'est une situation regrettable. C'est aussi une première au Sénégal depuis 40 ans. Depuis le code électoral consensuel de 1992, les Sénégalais ne sont plus allés aux élections sans qu'il y ait au préalable des concertations entre acteurs politiques pour s'entendre sur les règles du jeu électoral. Le gouvernement a voulu effectivement prendre les autres acteurs politiques par surprise. Et il
il est même possible de se dire que est-ce qu'il a voulu surprendre seulement l'opposition. Parce que quand vous regardez ce qui se passe au sein même de la mouvance présidentielle, on a le sentiment que cette surprise n'est pas le propre seulement de l'opposition. C'est la raison pour laquelle ils veulent prendre les gens par surprise, mais c'est peine perdue parce que les acteurs politiques prendront toutes les dispositions. Malgré du reste les actes administratifs déjà pris par le ministre de l'Intérieur, qui a révélé aussi sa posture partisane, ce qui est une première au Sénégal, qu'un général prenne position de cette façon aussi flagrante sur des questions politiques. Nous avons eu d'autres généraux qui ont été ministres de l'Intérieur, mais jamais ces généraux-là n'ont eu à adopter de telles postures. Est-ce à dire que vous avez des craintes sur le déroulement du processus électoral en vue des législatives du 17 novembre prochain? En réalité, c'est tous les Sénégalais qui ont des craintes, parce que quand une chose qui ne s'est jamais reproduite depuis 40 ans apparaît au grand jour de façon subite comme ça, on ne peut qu'être inquiet, et il appartient maintenant à tous les démocrates de ce pays de se mobiliser pour faire face et pour défendre la démocratie et le Sénégal. Union Natal Kaogi va présenter une liste aux élections législatives. C'est le regroupement d'habitants du monde rural qui veulent ainsi mettre en avant leurs difficultés au quotidien. Ses membres ont fait face à la presse à Kaffrine, le compte-rendu de Ndeye Awabey. Union Natal Kaogi à l'assaut des élections législatives pour porter la voix du monde rural à l'Assemblée nationale. Serigne Ousmane Niass. Nous avons toujours été majoritairement présents lors des élections, et cela date depuis l'époque de Léopold Sédar Senghor, et nous sommes toujours relégués au second plan, raison pour laquelle on a décidé d'investir un paysan comme nous pour régler nos difficultés. Le monde rural traverse des difficultés qui ont pour nom insécurité, manque de terres cultivables et infrastructures sociales de base. Fadila est membre du dit collectif. Eau, électricité, terres cultivables, entre autres, tout est en urgence dans nos localités et nous voulons un changement. Le président du collectif Aar Sunu Moomel promet une digne représentation. Bassirou Ba. Je suis prête à représenter dignement le monde rural, comme nous l'avons toujours fait avec le mouvement Aar Sunu Moomel, afin de régler les problèmes qui perturbent le sommet des agriculteurs et les éleveurs, entre autres. Et nous avons plusieurs questions sur le budget alloué au monde rural. Militants et militantes se préparent pour ces élections prévues en novembre. Ndeye Awabey, Kaffrine, Radio Futur Média. À Kébémer, Ousmane Thiam, député PDS de la 14e législature en cours, pas d'accord avec les méthodes des responsables du parti. Il estime que le Parti démocratique sénégalais n'a pas de capitaine et décide donc d'aller aux législatives avec l'ABS, And Bessal Sénégal d'Abdoulaye Sylla. Ousmane Thiam avec Nafissatou Ndiaye. L'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'était de signifier à l'échelle internationale et nationale notre adhésion à la grande coalition And Bessal Sénégal, qui est dirigée par le président Abdoulaye Sylla, pour aller aux élections législatives. J'ai dit et je le réitère ici que le PDS n'a pas de capitaine, parce que un parti ne peut pas être dirigé par dérogation ou par WhatsApp. Pour être politicien, il faut être sur le terrain, il faut savoir se battre sur le terrain, il faut être présent. Et je regrette qu'aujourd'hui, le PDS que nous avons aimé, le PDS qui nous a vu naître, le PDS avec qui on a cheminé, le PDS qui a fait de nous un député, n'a pas en ce moment un capitaine. Et c'est la raison pour laquelle la déperdition du PDS est inévitable. Avec le PDS, de guerre lasse, c'est la fin du compagnonnage. Parce que aussi, nous avons des objectifs, nous sommes des politiciens, nous sommes des jeunes et nous sommes animés d'un devenir meilleur pour notre communauté d'abord, pour le département et pour la commune de Kébémer. Et je pense que pour cela, il va falloir être au niveau des instances de décision et qu'avec le PDS, c'est pas sûr d'être dans ces instances de décision. RFM. L'actualité internationale. 12h passées de 20 minutes, nous accueillons Boubacar Dian. Bonjour Boubacar. Bonjour Youssouf, bonjour à tous. Direction le Soudan. Après plusieurs mois de siège, les forces de soutien rapide
ont lancé une offensive à grande échelle sur El Fasher. La capitale historique du Darfour est étouffée depuis plusieurs mois par les paramilitaires du général Hameti. Tout semble indiquer que Hameti tente d'engager une grande offensive alors que l'Assemblée générale de l'ONU s'apprête à se pencher sur la guerre entre les deux généraux rivaux qui déchirent le Soudan depuis avril 2023. C'est un récit signé à Ombaye. Une partie de la ville d'El Fasher presque vide à cause du niveau de violence depuis 4 mois. Selon RFI, la plupart des maisons ont été détruites par les bombardements et samedi dernier, les autorités sanitaires ont recensé 14 civils tués et 4 autres blessés. D'après une source médicale, ces chiffres ne sont qu'une fraction du nombre réel de victimes et le niveau de violence est tel que les gens sont souvent obligés d'enterrer leurs proches là où ils sont tombés plutôt que de braver les combats pour tenter de les transporter à l'hôpital. Selon l'ONU, la bataille d'El Fasher a déjà fait des centaines de morts, des centaines de milliers de déplacés, tandis que la famine s'est installée dans le camp voisin de Zamzam. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est dit gravement préoccupé par les informations faisant état d'une offensive à large échelle des forces de soutien rapide FSR qui semblent décidées à jeter toutes leurs forces dans la prise de ce verrou devenu l'épicentre du conflit entre le général Al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo. À Wambaye, à la veille de l'Assemblée générale des Nations unies, une offensive diplomatique est également en cours, notamment au sujet des soutiens étrangers dans ce conflit qui oppose l'armée soudanaise aux paramilitaires depuis le 15 avril passé. Le président des États-Unis, Joe Biden, doit rencontrer aujourd'hui son homologue des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, pour des entretiens, entre autres, sur le Soudan. 5 députés américains, dimanche, ont envoyé une lettre à la Maison-Blanche. Ces parlementaires américains voudraient que Joe Biden fasse pression sur les Émirats arabes unis soupçonnés d'armer les forces de soutien rapide FSR. Et dans un communiqué publié dimanche, le chef de la diplomatie européenne a également demandé aux, je cite, sponsors internationaux du conflit de cesser leur soutien. La diplomatie américaine, plutôt européenne, n'exclut pas la prise de nouvelles sanctions européennes, y compris contre ceux qui sont au pouvoir. Youssouf. La présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, l'opposition qui demande la réforme du processus électoral. La scène politique ivoirienne s'est animée à Bonois, la ville natale de Simone Gbagbo, qui est à l'initiative de cette coalition des partis politiques d'opposition. Ils y étaient pour signer la déclaration dans laquelle ils appellent le pouvoir à un dialogue politique en vue de la réforme de la commission électorale indépendante, gage selon eux d'une élection présidentielle sans violence. La correspondance est signée Gobia Yabi. Il serait trop simple de penser que Simone Gbagbo a choisi la ville de Bonois par pur hasard. Bonois, lieu désormais chargé de symbolisme, a été le théâtre de l'opération de signature du document commun des partis de l'opposition relatif à la réforme du processus électoral en vigueur en Côte d'Ivoire. Une quinzaine de partis a adopté ce qu'on appelle désormais la déclaration de Bonois. Pour notre part, groupement de partis politiques signataires de la déclaration de Bonois de ce 21 septembre 2024, nous nous engageons à poursuivre notre collaboration pour la préparation d'un mémorandum commun et consensuel sur les réformes électorales qui servira de base de nos propositions à l'occasion de ce dialogue politique que nous appelons de tous nos voeux et que nous espérons pour le plus tôt. Pour rappel, le 14 juillet dernier, c'est à Bonois que Laurent Gbagbo avait lancé l'appel du nom de la ville qui n'a malheureusement pas eu l'écho escompté. Simone Gbagbo tenterait-elle de couper l'herbe sous les pieds de son ex-époux et camarade de lutte? Si son parti, le PPAC et le GPS de Guillaume Soro ont brillé par leur absence à la signature de cette déclaration, on pouvait noter la présence du PDCI de Tidiane Thiam et le COGEP de Charles Bégoudi. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Et en plus bref, pour finir au Tchad, la rentrée pour les élèves en classe d'examen 3e et terminale dans les établissements publics, c'est ce 23 septembre et pour les classes intermédiaires le 1er octobre prochain. Mais cette rentrée dans certaines écoles de la capitale est compromise par les inondations
Le Tchad, je le rappelle, subit des inondations de grande ampleur qui ont fait plus de 500 morts. Et selon bien sûr le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA qui sont au Tchad. Youssouf Bodjan, c'est la fin de ce journal international après 10 minutes ou bien plutôt 5 minutes. Effectivement, Boubacar Dian, il est 12h passé de 25 minutes. Merci, Boubacar. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour va porter sur les préparatifs des législatives du 17 novembre prochain avec le jeu d'alliance donc en cours. Comme intervenant là, nous aurons Demba Gueye, analyste politique, Abdou Fattah Fall qui est également analyste politique. RFM Sport. Nous accueillons Malal Giordiani. Bonjour Malal. Bonjour Youssouf. Les sports que nous démarrons avec du football, le Jaraaf qui veut faire mieux qu'en 2021 en Coupe CAF. C'est la première réaction de Youssou Dial, vice-président du Jaraaf, responsable du football, qui salue la qualification de son équipe pour la phase de poule. Pour autant, il se veut prudent et concentré sur le plus important puisque le Jaraaf s'attend, dit-il, à une compétition difficile, mais l'objectif c'est de faire mieux qu'en 2021 sur tous les plans. Youssou Dial que nous avons joint ce matin au téléphone. C'était pas évident donc au départ, mais nous avons mis tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir passer ce premier. Bon, c'est vrai que maintenant que nous sommes qualifiés en phase de poule, il va falloir revoir donc les ambitions. Mais c'est vrai qu'il y a en 2021, nous étions sortis premiers de notre poule et nous avions été éliminés de justesse en quart de finale. Ben, l'objectif ce sera aussi de faire aussi bien qu'en 2021. C'est vrai qu'il faut avoir des ambitions, mais il faut avoir également donc de l'humilité parce que nous allons rencontrer de grandes équipes. Il faudra encore une fois mettre les ingrédients pour réaliser de grandes performances. En tout cas, on prendra les matchs un par un et à chaque match, on essaiera de faire le maximum pour sortir un résultat positif pour au bout du compte prendre une des deux places de notre groupe. Maintenant, on attend sereinement donc le tirage. Bon, comme vous l'avez évoqué, il y aura évidemment le problème des moyens. C'est vrai que quand on se qualifie en phase de poule, on reçoit de l'argent de la CAF. Il faudra l'utiliser à bon escient parce que nous aurons des déplacements qui seront coûteux parce que les déplacements seront entièrement de notre charge. Et il y aura aussi donc l'organisation au niveau de Dakar qui sera aussi à notre charge. Donc peut-être cet argent-là qu'on recevra de la CAF, il faudra donc optimiser donc ces dépenses-là pour pouvoir mettre l'équipe dans de bonnes conditions parce que pour nous, il est important pour pouvoir réaliser des performances. Il faudra réussir le pari de l'organisation et de la logistique de manière très optimale afin de pouvoir réaliser de bonnes performances. Youssouf Dial, donc du Jaraaf de Dakar. On parle de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, zone UFOA A. Le Sénégal vise une nouvelle qualification. Le Sénégal vise une nouvelle qualification. Ce sera donc face à la Guinée-Conakry mercredi prochain à 16h. Mais auparavant, la première demi-finale de ce tournoi de l'UFOA qualificatif pour la prochaine CAN de la catégorie du U20 va voir l'équipe de la Sierra Leone défier la Gambie à 13h pour la première demi-finale. Nous parlons de beach soccer pour terminer avec le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal qui a analysé les prochains adversaires de son équipe. Il s'agit du Mozambique, de la Mauritanie et du Malawi. C'était à l'occasion de la finale du championnat. La poule A ou bien la poule B, c'est des poules équilibrées. Partout, ces 4 équipes-là peuvent gagner cette CAN. Vous savez, le Sénégal, c'est l'équipe à battre. On sait que très bien que toute hégémonie n'est pas éternelle. Mais il faut comprendre que nous, on est là depuis des années. En tout cas, on croit en nous. Il ne faut pas que les gens nous fassent douter. Donc, à chaque année, on nous dit que voilà, cette année, c'est fini pour vous. Mais chaque année, ici, on vient. Et après, voilà, on fait le maximum. Pour moi, on respecte toutes les équipes. En tout cas, on va aller modestement. On sait que les équipes se préparent tous de la même manière que le Sénégal. Donc, pour moi, le plus important, c'est de concentrer sur mon équipe. Et après, l'objectif, c'est clair. On va défendre notre titre. Il n'y a pas de doute sur ça. Chaque année, on entend ces phrases-là. Mais ça ne fait pas démotiver, ça nous fait toujours une motivation plus. Donc pour nous, on est plus déterminés que jamais. Un coach déterminé, ça se sent au niveau de la voix. Il a envie de gagner encore et encore. Ce sera au mois d'octobre, Inch'Allah. On va suivre. Merci beaucoup, Malal Giordiani. RFM, la presse du jour. Nous accueillons Boubacar Dian. Bonjour.
Bonjour. La politique avec les prochaines législatives occupe presque toutes les unes des journaux parus ce matin. Manœuvre et coup bas, titre l'Observateur qui nous informe qu'Amadouba, PS, AFP et la gauche attendent Khalifa, PDS et APR tendent la main à Idi, Pastef le coup feutré aux alliés et les risques. Le Pastef opte d'aller en solo, annonce le Soleil qui ajoute des alliances en vue dans l'opposition. La course aux alliances s'exclame, enquête à sa une. Le journal nous renseigne qu'il y a des retrouvailles libérales entre l'APR, Rewmi et le PDS, Amadouba, Khalifa Sall et Aminata Mbengue Ndiaye pour faire renaître la fibre socialiste. Sud Quotidien s'intéresse également au jeu d'alliance. Selon le journal, les PDS et l'APR scellent leurs retrouvailles. Amadouba décroche le ralliement du PS, Khalifa Sall aussi dans le viseur. Liste de Pastef, Ousmane Sonko veut sécuriser son quota de députés, une décision qui n'est pas sans conséquence puisque Charles VI a démissionné de la coalition Diomaye Président. Maître Moussa Diop en colère selon Busby qui estime que Sonko a décidé d'aller en solo parce qu'il redoute le coup du PDS. Source A donne les détails d'une réunion que le journal qualifie de houleuse entre Ousmane Sonko et les leaders de la coalition Diomaye Président, ce qui fait dire au journal Le Quotidien que Sonko impose Pastef à ses alliés. Amadouba obtient le ralliement de 30 partis de gauche selon le journal. Khalifa, Déthié et Serigne Moustapha Sy préparent du lourd selon les Échos qui ajoutent que cette coalition va s'ouvrir à d'autres avant d'aller vers une intercoalition de feu. Les législatives anticipées, c'est le 17 novembre prochain et pour en parler, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rencontré ce week-end les différents acteurs du processus électoral. Une réunion boycottée par l'Alliance pour la transparence des élections. L'impossible entente entre Atel et le général Jean-Baptiste Tine, titre l'info. L'opposition au sein d'Atel souligne des questions préjudicielles à prendre en compte et exige de reporter les décrets déjà pris pour élargir les échanges et trouver ensemble des consensus. La réponse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, je cite, l'opposition semble ne pas être prête à affronter les urnes. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore réorganisés. Fin de citation. Un avis que ne semble pas partager Moundiaye Cissé de la société civile, dont les propos sont aussi rapportés par le journal L'Info. Je cite, ce qui s'est passé ici aujourd'hui, c'est tout sauf des discussions. Les préoccupations de l'opposition sont acceptables, conclut-il. Un acteur politique qui fait la une des journaux ce lundi, Lat Diop, l'ancien ministre des Sports et ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, est en garde à vue depuis dimanche. L'Observateur livre les minutes de l'audition de Lat Diop. Il est poursuivi pour détournement de fonds publics et blanchiment d'argent selon l'AS qui annonce l'arrestation de 7 autres personnes. Selon Direct News, Lat Diop a été arrêté suite à une dénonciation de Mohamed Dieng de OneXBet. Il aurait affirmé avoir remis à l'ancien directeur général de la LONASE une somme de 7 milliards de francs CFA répartie en plusieurs versements. Libération signale également une vague d'arrestations à l'Observatoire de la qualité des services financiers, un système mafieux neutralisé selon le journal qui donne des détails à sa une. L'ACP, Daha Diallo, souteneur de Benno Bokk Yakaar, vidé les comptes de l'OQCF. Arrêté, il jure qu'il a des problèmes psychiatriques. Keyi Habib Ndaw admet n'avoir reçu que 5 millions qu'il aurait retournés à Daha Diallo. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h, passé de 34 minutes, point de vue. Aujourd'hui, nous parlons des législatives du 17 novembre prochain, avec donc les Sénégalais qui seront appelés aux urnes pour élire leurs députés dans les états-majors. Donc, l'heure est aux discussions pour constituer les alliances politiques. Déjà, des trios et autres se dégagent avec l'APR, Rewmi, PDS. On a Amadouba, Parti Socialiste, entre autres, qui sont déjà en alliance. Pour en parler, on a deux analystes politiques. Monsieur Demba Gueye, bonjour. Monsieur Demba Gueye. Oui, bonjour. Alors, nous avons également en ligne Abdou Fattah Fall, qui est analyste politique. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Fall, quel est votre regard déjà par rapport à ces alliances? On nous parle déjà de l'APR, Rewmi et le PDS, Amadouba, le Parti Socialiste, Khalifa Sall, Déthié Fall et le PUR, entre autres alliances en vue. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le risque d'aller vers des alliances contre nature?
Des alliances contre nature, en fait, ça s'est toujours caractérisé de la sorte dans notre environnement, étant entendu que on discute rarement sur la base d'idéologie, mais surtout sur la base d'opportunité, pour ne pas parler d'opportunisme. Et ça a toujours accouché d'alliances qui éclatent dès qu'une petite divergence apparaît. Cet environnement semble ne pas changer la donne. Seulement, derrière, il y a peut-être une question intéressante à se poser. Au lendemain des présidentielles, on a un peu conjecturé sur le fait que le peuple sénégalais voulait un rajeunissement de la classe politique. Or, toutes les formations que vous avez citées, par exemple, se caractérisent par un leadership plus ou moins âgé. Alors, peut-être que c'est un risque pour ces personnes-là, si elles se maintiennent à la tête, que les scores qu'ils ont eus à la présidentielle se répètent, là, ce serait vraiment catastrophique pour eux. Ou alors, de manière opportune, que ces gens-là fassent tout pour mettre des jeunes devant et peut-être tenir la dragée au Pastef qui a émis le souhait d'y aller seul. Monsieur Debagay, est-ce que justement ces alliances-là, comme l'a dit Monsieur Fall, ne risquent pas d'être peut-être contre-productifs? Bon, je ne partage pas forcément ce point de vue dans la mesure où moi je pense qu'il faut faire très attention sur les termes d'idéologie en politique au Sénégal et en Afrique. Les partis politiques au Sénégal et en Afrique ne fonctionnent pas généralement sur la base d'une idéologie. C'est pas vraiment des courants idéologiques qui déterminent les alliances, les coalitions, mais ce sont les circonstances politiques, les circonstances électorales, les circonstances sociales. Il y a énormément de paramètres et ça aussi, c'est des formes d'alliances qui existent en politique. Les coalitions électorales. Pour aller dans une coalition électorale, généralement, les partis politiques fonctionnent sur la base des circonstances. Et encore une fois, j'insiste, en Afrique, les courants idéologiques ont tendance à disparaître parce que tous les nouveaux partis qui sont créés ont tendance à se démarquer de ces courants. C'est l'exemple du PASTEF qui se démarque des courants idéologiques pour se réclamer d'une approche africaine et panafricaniste. Et donc, vous voyez que ces histoires de courants idéologiques ont tendance à disparaître. Ce qui fait que la politique au Sénégal et en Afrique est en train d'être repensée. Il faut véritablement trouver de nouvelles grilles, autant pour moi, de nouvelles grilles d'analyse pour véritablement comprendre ce qui se passe. Est-ce que ça va être productif ou contre-productif? Moi, je pense que ça n'a pas de conséquences sur les résultats que ces alliances-là vont avoir. Dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, l'électeur sénégalais ne vote pas en fonction des idéologies. L'électeur sénégalais vote en fonction de ses intérêts, en fonction de la situation politique, économique, il apprécie. Et en fonction de ce aussi, il y a le vote affectif aussi. Il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu quand l'électeur vote. Et ce n'est pas la nature de l'alliance qui donne le résultat, mais c'est en tout cas la décision de l'électeur. Au Sénégal, l'électeur, quand il vote, il ne tient pas compte, encore une fois, d'une idéologie socialiste, libérale. Non, l'électeur, il réfléchit en fonction de ses besoins, de ses exigences, et qui sont liées à ses conditions de vie économiques, sociales. Voilà les paramètres qui entrent en jeu quand l'électeur vote au Sénégal. Ce qui fait que ces alliances, véritablement, ont leur chance parce qu'il y a énormément de choses qui a changé depuis que M. Bassirou Diomaye Faye a été élu. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense qu'on reviendra sur ces questions. Justement, concernant le poids politique réel, on a vu, est-ce que la dernière présidentielle peut être un baromètre pour dire que telle formation politique peut-être ne pourra pas faire le poids? Est-ce que ça peut être... la comparaison peut être possible par rapport à cette élection législative? Pas possible. J'ai l'habitude de le dire. J'ai l'habitude de dire que l'erreur du PASTEF, c'est de penser que le PASTEF a gagné les élections présidentielles parce que c'est le PASTEF. L'erreur de PASTEF, c'est de penser que le mérite de la victoire du 24 mars, c'est le PASTEF. Le PASTEF est arrivé au pouvoir dans un contexte tout à fait particulier où il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu. Il y avait la violence d'État qui a été dénoncée par tous les Sénégalais, qu'ils soient de PASTEF ou non.
de tous les partis politiques ont condamné cette violence d'État que Macky Sall a exercée, non pas sur Ousmane Sonko et Diomaye, ils ont été les parangons, c'est-à-dire ils ont été les gens qui ont véritablement été en avant par rapport à cette violence d'État, mais ce que les Sénégalais ont condamné, c'est cette violence, ce sont les morts, ce sont ces emprisonnements, ce sont les scandales financiers qui ont véritablement marqué la fin du mandat de Macky Sall. C'était un contexte extrêmement tendu, extrêmement difficile, qui fait que quand l'électeur est entré dans les urnes pour voter, ce qui a véritablement motivé son acte de vote, ce qui a motivé son vote, c'était pas la personne de Ousmane Sonko, c'était pas la personne de Diomaye, mais c'était ces violences-là. Ce qui fait que les électeurs sénégalais ont sanctionné Macky Sall, mais n'ont pas élu Diomaye. C'est ça la vérité. Et c'est ça l'erreur de Pastef. Moi, je pense que l'élection présidentielle n'est pas un baromètre fiable. Dans la mesure où, encore une fois, il y a énormément de choses encore qui ont changé. On ne peut pas comparer, on ne peut pas, en tout cas, il n'y a pas d'isomorphisme entre le contexte préélectoral et le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on met face à face les deux contextes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui ont changé. Vous voyez le coût de la vie aujourd'hui, le contexte est économique. L'électeur sénégalais aujourd'hui, il pense pas à une violence d'État, mais il pense à un contexte économique difficile. D'accord. Alors, M. Abdou Fattah Fall, justement, sur ce point, Pastef qui veut aller seul, est-ce risqué ou c'est une bonne décision? Bon, de toute façon, on verra au lendemain des élections. Mais ce qui est sûr déjà, c'est que ça peut être salutaire pour la démocratie sénégalaise. En ce sens où, suivant les résultats, l'on pourra savoir si véritablement le peuple sénégalais a décidé de donner tous les moyens à Pastef pour qu'il gouverne, et c'est suivant le projet qu'ils lui ont proposé, ou alors, comme disait monsieur Sek, je crois. Oui, c'est monsieur Gueye, excusez-moi. S'ils doivent mettre un peu d'eau dans leur vin et essayer de se concerter davantage avec les autres partis. Mais au moins, une chose est sûre, M. Gueye a émis plusieurs hypothèses, mais je ne serai pas aussi catégorique que lui, parce que, encore une fois, quand il dit par exemple que les gens n'ont pas élu Diomaye, c'est discutable, parce que si le problème c'était de se débarrasser de Macky Sall, il y aurait eu au moins un deuxième tour, parce que les voix auraient été partagées entre les différents candidats. Mais qu'est-ce qu'on a vu à la place? C'est à une ravia qu'on a assisté. À part Amadouba, les autres ont eu 0, il y en a 2 ou 3 qui ont eu 1, donc ça veut dire qu'il y a eu un choix clair qui a été fait. Maintenant, comme il dit, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et d'ici la petite campagne que l'on aura, avec les résultats des élections, c'est sûr qu'on y verra de manière un peu plus claire. Mais comme je disais tout à l'heure, ce sera salutaire pour la démocratie sénégalaise, qu'on voit carrément qui pèse quoi. Justement, pour revenir aux différentes alliances de l'opposition, vu les alliances qui sont souvent un peu larges, est-ce que l'opposition, à votre avis, aura suffisamment de temps pour confectionner les listes et aller à l'assaut des électeurs? Oui, c'est vrai que les délais sont très, très, très réduits. Et là, c'est un peu le temps du silence. Vous voyez, les gens ne communiquent pas, les leaders ne communiquent pas. C'est parce qu'en souterrain, justement, les téléphones sont en train de sonner. On est dans des tractations. Et ça confirme ce que je disais tout à l'heure. En fait, les alliances, c'est des histoires d'opportunité ou d'opportunisme. Chacun est en train de voir avec qui il pourrait aller et ce qu'il pourrait en tirer. Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est que les appareils traditionnels, tels que nous les connaissons, ils sont à bout de souffle. Le PASTEF est au pouvoir. Il y avait la coalition Benno Bokk Yakaar dont la mort a été signée il y a quelque temps par le président Macky Sall qui n'est plus là. Après, il y a Amadou Ba peut-être qui est en train de lancer, son parti. Mais de l'autre côté, vous avez Tahaou. Tahaou, le nom est là. Le nom est là, mais c'est le nom. C'est le nom qui est là. Et on pourrait dire la même chose de tous les autres états-majors, de telle sorte que aller en coalition apparaît être la solution qui va arranger tout le monde. Mais encore une fois, ça rend les choses d'autant plus compliquées qu'il n'y a que 150 places à prendre.
Donc c'est pas simple du tout, mais après bon, ce sera une histoire de mariage de raison pour pour tout un chacun. Hein. On va faire ses bases de calcul et tirer ses conclusions et puis voilà, aller à la pêche au bois. Monsieur Dembagay, concernant le timing, est-ce que à votre avis aujourd'hui ces alliances de l'opposition, est-ce qu'ils auront assez de temps pour tomber d'accord, confectionner les listes et aller à la chasse aux voix des Sénégalais? Oui, moi je pense que oui. Aujourd'hui, je pense que nous avons une classe politique très expérimentée. Et cette expérience leur permet aujourd'hui à la fois de faire preuve de dépassement et d'aller très vite dans ces négociations-là. Je pense que je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Je pense que cette exposition est très expérimentée. Quand on voit des leaders comme Khalifa Sall, qui est très expérimenté, des leaders comme Déthié Fall, autres, vous voyez, donc c'est des gens qui ont une expérience et qui ont prouvé par le passé qu'ils étaient capables de faire preuve de dépassement et faire preuve de désintéressement surtout pour confectionner une liste aussi complexe que celle qui a été confectionnée par le Yewwi Askan Wi. Je pense que ces leaders-là, aujourd'hui, ils vont utiliser cette expérience pour la mettre au service des nouvelles coalitions qui se forment. Je ne m'inquiète pas de ce point de vue. Maintenant, peut-être on peut revenir sur ce que j'ai dit quand j'ai dit Diomaye, les Sénégalais n'ont pas élu Diomaye, mais ils ont sanctionné Macky Sall. Ça c'est un jeu de mots. Ça, je pense que c'est facile à comprendre. Je voulais juste dire que les Sénégalais ont sanctionné les erreurs de Macky Sall plus qu'ils ont élu le PASTEF, parce qu'aujourd'hui, l'expérience a montré, les 6 mois de pouvoir ont montré que véritablement le PASTEF n'avait pas un programme solide, le PASTEF n'avait pas donné des gages de solidité par rapport à un programme bien établi pour que les Sénégalais lui donnent confiance. C'est véritablement les erreurs de Macky Sall qui ont propulsé le PASTEF, ça c'est évident. Et c'est ce que je disais que le PASTEF ignore véritablement que la politique c'est des contextes. Aujourd'hui, les Sénégalais se posent des questions. Est-ce que ces gens sont capables d'apporter des solutions par rapport au problème? Le contexte est économique, il est social. Au moment où aujourd'hui il est social, il est culturel aussi. Vous voyez, il y a énormément de paramètres. Allez poser la question aux mourides, allez poser la question à la communauté catholique. Est-ce qu'ils ont les mêmes dispositions le 24 mars 2024 lorsqu'ils votaient pour les élections présidentielles qu'aujourd'hui? Ces gens-là, vous leur posez la question, vous allez voir qu'ils ont effectivement changé d'avis. Posez la question aux jeunes à qui Ousmane Sonko disait que quand nous aurons le pouvoir, nous allons changer les choses en une année. Allez poser la question à ces jeunes-là. Est-ce qu'ils ont dans les mêmes dispositions, dans le même état d'esprit qu'au 24 mars? Posez la question aux femmes, posez la question aux Sénégalais tout court. Le panier de la ménagère, est-ce que quelque chose a changé? Donc, vous voyez que le PASTEF ignore que la politique, c'est des contextes. Et c'est la première fois que je vois un parti politique dire « je ne veux pas d'alliés ». Un parti politique qui va à une élection aussi importante que des élections législatives, un parti politique dire « je ne veux pas d'alliés » et qui fait avaler des couleuvres à ces alliés qui sont déjà dans le gouvernement, qui n'osent pas broncher, qui n'osent pas ouvrir la bouche, qui n'osent pas critiquer, qui sont là, qui seront obligés de battre campagne pour le PASTEF, mais sans être investis sur les listes. Ça, c'est une humiliation. C'est inédit. On n'a jamais vu une chose dans l'andéno politique sénégalaise. Moi, je pense que c'est une situation qu'il faut étudier et voir quel est mais surtout, ce qui est important, c'est le résultat que ça va donner. Le résultat, ce sont les Sénégalais qui vont arbitrer sur la base des critères que je viens vous donner. Mais, en tout cas, je suis très impatient de voir le résultat pour pouvoir véritablement faire une autre analyse. On sera édifié au soir du 17 novembre prochain. Merci à vous, Demba Gueye et M. Abdou Fattah Fall, tous deux analystes politiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Il est 12h passé de 49 minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. À la mise en onde, il y avait Maïssa Mbaye, à la production Amadi Ndiaye et Cher Senghor. Chef d'édition Awa Mbaye à 13h. Vous avez